Bonjour tout le monde, comme promis, je vous fais une vidéo de suivi sur notre aventure depuis notre départ de Montréal le 23 mars dernier. Donc, ce que j'ai pensé faire avec vous aujourd'hui, c'est dans un premier temps, vous faire une vidéo, une présentation commentée de nos photos jusqu'à présent. Comme ça, vous allez pouvoir voir un petit peu où on est allé, qu'est-ce qu'on a fait. Et dans un deuxième temps, j'ai pensé peut-être vous parler un petit peu de comment ça va au niveau de l'alimentation, au niveau de la santé, certaines réflexions que j'ai eues dernièrement sur le sujet. Donc, on va regarder ça ensemble. Donc, la façon dont ça va fonctionner, ce que je vais faire sur mon téléphone, je vais regarder les photos avec vous et je vais les commenter au fur et à mesure et les faire apparaître à l'écran. Donc, on voit la première photo qu'on est à l'aéroport, donc avec Assia, comme je l'ai mentionné la dernière fois, qui est venue m'aider pendant ce voyage-là, vraiment à plusieurs niveaux, autant au niveau de l'organisation, de la logistique, faire l'épicerie, au niveau de la nourriture. Puis ceux qui ne savent pas, hein, la majorité des personnes qui regardent ça, en fait, c'est vraiment une bonne amie à moi qui connaît beaucoup de choses par rapport au travail qu'on fait. Et autant le matériel de formation, toutes les choses que je développe, c'est des choses que je discute avec elle, puis elle me donne son point de vue, puis on analyse ça ensemble. Donc voilà pour cette photo-ci. La deuxième photo, on est dans l'avion. À ce moment-là, on voyait des super montagnes que je crois c'était peut-être au niveau des Alpes, je ne sais pas, c'était de toute beauté. On est rendu à Nice maintenant, donc un super de bel appart. On était très bien centralisé au cœur de Nice, à 2 minutes du lieu de formation. Et on nous voit ici au Carrefour en train de faire les achats pour toute la nourriture. On peut voir vraiment qu'on a beaucoup de... On a acheté un Brita, on a acheté des oranges, bon, plein d'affaires, autant pour faire des jus que faire des repas santé. On peut voir que les carottes remplissaient mon sac parce que je prends beaucoup de jus de carottes. Et on voit Assia qui est à l'œuvre en train de tout déballer ça, faire des paquets en fait pour que les jus puissent se faire plus facilement. Donc elle a eu la bonne idée de tout mettre en paquet. Donc quand on veut faire ce qu'on appelle les greens, parce qu'il y a majoritairement 2 jus que je vais prendre, plus un jus vert et jus de carotte et pomme. Donc j'en prends de façon générale à peu près entre 8 et 10 par jour, dépendamment de si on a besoin de bouger ou pas. Et comme je l'avais mentionné dans la dernière vidéo, le but des jus, c'est vraiment d'aller chercher les minéraux, les vitamines, les nutriments à l'état pur pour pouvoir les absorber plus facilement. Donc ça fait partie un petit peu du régime que je suis en ce moment. On continue. Petite photo dans la rue comme ça, en marchant à Nice. Il y avait un super de beau, bon, je sais pas, un petit chariot en bas qui était tout cute avec les fleurs. Donc, on a pris une petite photo là. Et vous pouvez commencer à voir un petit peu à quoi ressemblent nos repas. Donc, encore une fois, sans sel, cuit en fait à une certaine température, donc pas une température très élevée pour ne pas créer de glycotoxines dans les aliments. Et on voit qu'il y a souvent il y a beaucoup de patates qui est très utile au niveau du potassium, entre autres. On continue, d'autres petites photos. C'est le fun, hein? Les femmes, quand ça organise les trucs, c'est tout le temps joli, c'est tout le temps cute, plein de couleurs. J'adore. Moi, en train de boire mon jus vert alors que je suis... c'est ça, on est allé à Nice, il y avait une petite tournée dans un petit train jaune, je crois, que ça s'appelle. Et on a fait cette tournée-là, puis il y avait un point de vue, donc on est là en ce moment. C'était de toute beauté, on a été vraiment gâtés. Honnêtement, quand on était à Nice, il a fait super beau de façon générale. Petite photo, ici, un autre background qu'on voit la vue, la preuve qu'on était vraiment à Nice. Et ici, ouais, des petites photos comme ça en cours quand on marchait, les palmiers. Moi, j'adore les palmiers. Et ici, on voit petit moment cocasse qu'on a fait quand on était au Carrefour avec Eugénie Reynaud qui nous accompagnait dans ce voyage-là pendant une petite partie pour 2 formations, notamment à Nice et à Liège, où elle a contribué en fait en tant que superviseur. Je suis en train de la former pour devenir formatrice, en même temps que Daniel Berger, qui va être dans les 2 prochaines formations que vous allez avoir l'occasion de rencontrer sur les photos, peut-être vidéo, la prochaine fois je vais faire un vlog, mais par la suite, et ici, bon, on était dans le Carrefour et elle m'a hypnotisé très profondément. Petite blague, on a eu bien du plaisir. À Nice, encore une fois, une petite photo de nous 3 quand on marchait.
Et encore une fois, la nourriture, ce qu'on faisait, et une première photo de notre groupe de formation à Nice à ce moment-là. Et ici, c'est là que des fois, c'est pas évident de toujours garder un régime strict. Puis s'il y en a que parmi vous avez déjà tenté ça, vous savez de quoi je veux dire. Et parfois on s'est permis des petites treats, et ici, bon, on en a un fondant au chocolat sans gluten, quand même, parce que il y a quand même des limites, mais bon, on s'est payé la traite. Et puis je vais en reparler un petit peu de ça tantôt, de l'importance. Oui, il y a la rigidité, mais en même temps d'avoir un certain équilibre par rapport à ça, puis je vais vous en glisser un mot. Donc c'était notre première treat, comme on appelle depuis qu'on est parti. D'autres belles photos la nuit, là-bas, on voit les filles. Maintenant, on a quitté Nice, maintenant on est en direction de Liège, on est parti très tôt le matin. Donc, petite photo surprise des filles qui sont en train de dormir. Et on est arrivé à Paris, en transit vers Liège, dans le taxi. D'autres belles petites photos de ces deux demoiselles. On voit aussi les bagages. On était quand même pas... On a même apporté notre juicer pour faire les jus et même notre casserole pour faire à manger. Donc, on a apporté pas mal de stock. Donc, c'est pour donner une idée à quoi ça ressemble. On est arrivé à Liège, une belle balade, faisait super beau. Pas aussi chaud qu'à Nice cette journée-là, mais c'était très plaisant. Petite photo comme ça en passant. Et ici, c'était de toute beauté, mes amis. On a découvert un petit coin, en fait, qui avait un jardin. Et c'est comme si on se retrouvait soudainement en campagne, en plein milieu de Liège, quand on montait des petites rues. Donc, c'était un petit peu le début. On ne savait pas si c'est une maison à, comment qu'elle disait ça, à insectes. J'avais jamais vu ça de ma vie, mais apparemment que c'est ça. Donc c'est là que les insectes habitent. On continue. Ouais, c'est de toute beauté, les fleurs, un magnifique paysage. On a vraiment l'impression d'être carrément dans un autre endroit que dans une grande ville. Et bien sûr, il a fallu qu'on teste les frites de Liège parce que quand on est là-bas, on n'a pas vraiment le choix de faire... On n'a pas le choix de pas au moins prendre une petite frite. Donc, on s'est permis à ce moment-là. On s'est repermis par la suite à un autre moment donné. On va peut-être le voir tantôt. Et on voit ici le début de la formation. Donc, on voit que les gens commencent à se préparer pour la formation d'hypnose. Donc, ils sont bien allongés. Et il y en a qui peuvent se demander pourquoi est-ce qu'on allonge les gens en état d'hypnose. Bien, parce que parfois, on fait des séances qui peuvent durer 1h30, 2 heures. Et c'est vraiment dans une optique de créer un maximum de confort. Parce que pour faire l'hypnose, évidemment, on n'a pas besoin d'être allongé. L'hypnose, ce n'est pas le sommeil. On pourrait faire carrément assis sur un banc comme je suis en ce moment. D'ailleurs, il y a plusieurs praticiens qui fonctionnent de cette façon-là. Mais dans une optique de confort, c'est intéressant d'être allongé. Et on voit notre beau groupe ici. On continue lors d'un débriefing parce que quand on travaille la formation de la façon que je l'ai organisée, j'ai tout mis la théorie en ligne. Et là, quand on se rencontre, on pratique. Donc, c'est pratique, 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 débriefing. Et c'est ça qu'on voit comme photo en ce moment. Et notre photo de groupe de Liège, un beau groupe qui était vraiment très plaisant. Mais comme indice d'ailleurs, ces gens-là, souvent, parce que la formation, c'est l'hypnose spirituelle de régression, donc c'est des gens très ouverts, avec une ouverture spirituelle, donc ça fait créer vraiment des belles dynamiques. Il y a vraiment des belles rencontres qui se font à ce moment-là. Donc c'est vraiment très, très, très plaisant pour moi à animer. Et on continue. Ah oui, là, on quittait Liège et c'était un petit moment de stress parce que le taxi n'était pas là. Donc, on voit Eugénie qui prend le truc en main, qui est en train d'appeler pour s'assurer que notre taxi allait être là. Et effectivement, il est arrivé quelques secondes par la suite. Et là, on est arrivé à Saint-Malo. Donc, on a quitté Eugénie avec tristesse à Paris parce qu'elle allait retourner chez elle. Et là, on est arrivé à Saint-Malo. Et la raison pour laquelle on était à Saint-Malo, qu'on est à Saint-Malo en ce moment, c'est pour donner une conférence qui avait été organisée par l'organisation Carpe Diem, qui est dirigée par Christelle Dubois.
Et donc, on va voir des photos tantôt. Et donc, j'ai donné une conférence en compagnie des personnes de cœur. Le docteur Charbonnier était supposé être là. Il n'a pas pu y aller à cause d'une grève de Air France. Mais il y avait Sylvie Ouellette, il y avait Sylvie Détiolaz et Christelle Dubois qui a donné une conférence. Et j'ai donné la conférence. C'était vraiment super. Et ça, c'est moi avec un bon jus d'orange matinal fraîchement pressé, comme à chaque matin, que j'adore. Et c'était la matinée avant la conférence. Et la conférence que j'ai donnée, en fait, j'ai tendance à me mettre dans des situations comme ça, moi, que je me dis « Ah oui, je pourrais dire ça, je pourrais faire ça. » Puis là, je me suis mis à recréer une nouvelle conférence différente, ou pas mal différente de la conférence que je donne à l'habitude. Et bien, ça m'a demandé beaucoup de temps de pratique, donc jusqu'à la dernière journée, j'étais en train de réviser et de créer la conférence. Il était 10 heures à ce moment-là et on partait pour le lieu de formation, le lieu de conférence à 11 heures. Et on voit qu'il y avait quand même, ça a été vraiment un succès. Il y avait 200 personnes. On peut voir Sylvie Ouellet qui est en avant de la scène à ce moment-là. Donc on voit photo et ici avec... J'étais très privilégié d'être en compagnie de ces demoiselles, donc Sylvie Détiolaz à ma droite, à gauche sur la photo, et à ma gauche, Sylvie Ouellet et Christelle Dubois. Donc ça a été vraiment de beaux moments. Et c'était la dernière photo que j'ai prise. On est rendu à aujourd'hui. Donc voilà ce qu'il y en est pour le petit voyage à travers les photos. J'espère que ça vous a plu. Donc dans cette deuxième partie, on va regarder ensemble où j'en suis au niveau de la santé et je dois vous avouer, depuis le départ, c'est assez stable et je suis très heureux à ce niveau-là, même si les choses ne sont pas améliorées énormément, je dirais au niveau de la flexibilité, au niveau des douleurs, je peux ne plus prendre d'anti-inflammatoires. Il y a des douleurs de fond un petit peu, donc parfois j'en prends comme hier quand j'avais de la conférence, mais à ce niveau-là, ça va. Mais je vous avouerai que je suis très heureux en ce moment d'être dans l'état où je suis parce que ça a été très intense depuis le départ. On est arrivé à Nice, on a eu quand même un 3-4 jours pour se reposer, ça c'était magnifique. Mais après ça, ça l'a enclenché. On a eu 8-9 journées d'affilée. Soit je donnais la formation, soit on était en déplacement, soit je donnais une vidéoconférence. Donc ça a été très intense. Et je pourrais dire, comme vous l'avez vu sur les vidéos, qu'on a réussi quand même à implanter le système d'alimentation qu'on désirait. Évidemment, c'est beaucoup plus difficile quand les périodes de déplacement sont plus intenses. Donc, comme à Saint-Malo, comme j'ai mentionné, on a mangé davantage au restaurant dans les 2 derniers jours. Mais de façon générale, je suis très satisfait à ce niveau-là. Ceci dit, comme je l'ai mentionné auparavant, c'est sûr qu'on s'est laissé tenter par des petites treats, des petites récompenses et parfois même... on mangeait des choses que c'est vraiment en dehors de notre régime. Puis c'est ce qui m'a apporté à vouloir vous partager un petit peu des réflexions par rapport à ça, à savoir comment gérer ça intérieurement. Parce que je suis certain qu'il y a plusieurs personnes d'entre vous qui m'écoutez en ce moment qui sont familiers avec le sentiment de culpabilité de peut-être être sur une diète ou de suivre un certain régime ou un certain principe alimentaire et que parfois soit par récompense qu'on se donne, soit parce qu'à un moment donné, on se laisse tenter, on est des êtres humains, on a nos faiblesses. Et comment gérer ça efficacement? Parce que de façon générale, la culpabilité est un sentiment que plusieurs d'entre nous expérimentons. Et je voulais partager certaines études ou certains savoirs qui sont intéressants de savoir à ce sujet-là. Première recherche par le docteur Nerem de l'Université du Texas, très intéressant, écoutez ça. En fait, lui, il explorait de quelle façon les lapins métabolisaient la nourriture grasse haute en cholestérol. Et on remarqué que certains lapins, dans leurs échantillons, avaient un taux de cholestérol, de plaques dans les artères qui était jusqu'à 60% plus bas que les autres lapins, alors que tous les lapins consommaient exactement la même nourriture. Et là, ils se sont questionnés, mais qu'est-ce qui fait que c'est comme ça? Et en creusant un petit peu, ils ont découvert en fait que les lapins qui étaient placés dans des cages qui étaient superposées une par-dessus les autres, c'était seulement les lapins qui étaient dans la cage du milieu qui avaient cette caractéristique-là. Fait que là, ils se sont mis à se demander, mais qu'est-ce qui fait que ces lapins-là métabolisent le cholestérol de façon plus efficace que les autres lapins? Et ce qu'ils ont découvert, ce qui est très intéressant, c'est que
l'assistante de recherche qui collaborait avec ces chercheurs-là, ce qu'elle faisait, c'est vu que la cage du milieu était à la hauteur de son corps, elle ouvrait la cage et elle sortait les lapins pour jouer avec, leur parler, les caresser, leur donner de l'amour. Et ils ont remarqué que parce que les lapins recevaient cet amour-là, cette attention-là, bien, leur corps réagissait différemment et le cholestérol avait moins d'impact sur eux que les autres lapins. Et ils étaient tellement surpris par l'étude qu'ils ont recréé une autre étude en bas et due forme pour vraiment évaluer qu'est-ce qu'il y en est, et ils ont eu exactement les mêmes résultats. Donc, quand on y pense, c'est quand même assez fascinant. Notre état intérieur, la façon qu'on se sent à l'intérieur de nous, a un impact sur la façon que notre corps ingère la nourriture de façon efficace ou non. Donc ça, c'est intéressant. Écoutez bien le deuxième cas. Dans cet exemple-ci, ça se passe dans un petit village de Roseto, en Pennsylvanie. Et ce qu'ils ont découvert, c'est qu'il y avait une communauté que dans tous les États-Unis, c'était la communauté qui avait le moins de maladies coronariennes, qu'il y avait le moins de crises cardiaques. Et en fait, ils ont découvert que leur capacité, encore une fois, de processer le cholestérol était très différente des autres parties de la population. Et ils se sont demandé pourquoi. Et ce qu'ils ont découvert au début de l'étude, quand ça s'est passé, c'est que c'était des familles d'origine italienne et ils mangeaient énormément de sauces italiennes, des saucisses, des choses très, très gras, et ça n'avait pas d'impact négatif pour eux autres. Ils ont remarqué deux choses. Dans un premier temps, ils habitaient 3 générations ensemble. Donc, il y avait apparemment un très haut niveau de se sentir aimé, aidé, un grand support social. Il y avait beaucoup de relations harmonieuses et même au niveau de l'Église, ils allaient tous à l'Église ensemble et c'était une communauté très, très solide, si on veut. Et ce qu'ils ont découvert, c'est que dans le temps, à mesure que, c'était une étude longitudinale, c'est que dans le temps, à mesure que on pourrait dire le village s'est modernisé, que les enfants ont commencé à quitter la communauté pour aller étudier ailleurs et que cette structure familiale-là dans les maisons s'est désagrégée, bien, graduellement sont revenus à réagir au cholestérol de la même façon que la population normale. Donc, encore une fois, c'est intéressant, on dit des êtres humains, là, c'est pas des lapins, c'est des êtres humains comme vous et moi qui, parce qu'ils se sentaient supportés, se sentaient bien, se sentaient aimés, leur corps intégré réagissait différemment par rapport à la nourriture. Donc, ça nous donne vraiment des pistes que la santé, ce n'est pas qu'au niveau de l'alimentation, on le sait, il y a vraiment une composante psychologique très intéressante. On va regarder dans le prochain exemple de quelle façon même nos attentes, le sens que l'on donne à ce que l'on fait, ce que l'on mange, influence également la façon que notre corps intègre ou ingère la nourriture. Dans cette prochaine recherche, ce qui a été fait par Alia Crum est très intéressante parce qu'elle a mesuré le taux de gréline. Qu'est-ce que la gréline? C'est une hormone qu'on sécrète, qu'on appelle l'hormone de la faim, en fait. Et donc, quand on a faim, notre corps sécrète de la gréline et qui envoie un signal au cerveau qui nous donne le signal, en fait, de chercher de la nourriture parce qu'on commence à avoir faim et à ce moment-là, notre métabolisme ralentit pour préserver notre énergie, nos ressources. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a recruté des personnes et qu'elle leur a demandé de boire des laits frappés, des milkshakes, des laits frappés. Et il y avait 2 laits frappés en particulier. Un qui s'appelait Sensi Shake, comme on peut voir à l'écran, qui a très peu de calories, très peu de gras, très peu de sucre. Et l'autre, c'était Décadence, avec un haut taux calorique, beaucoup de gras et beaucoup de sucre. Et ce qu'elle a fait, c'est que quand les gens buvaient ces laits frappés-là, il y avait une infirmière par intraveineuse qui mesurait le taux de gréline dans le sang en temps réel. Et ce qu'elle a remarqué, c'est que ceux qui prenaient le Sensi Shake, ben, parce qu'il était moins haut en calories, leur taux de gréline a diminué un petit peu. Et ceux qui prenaient le milkshake qui était Décadence, leur taux de gréline diminuait énormément parce qu'il y avait plus de calories. Mais ce qui est intéressant dans cette étude-là, c'est que, en fait, les personnes recevaient exactement le même milkshake qui avait un apport calorique qui était au milieu des deux. Donc, qu'elles recevaient 330 calories alors que
les deux recevaient exactement la même chose et le corps réagissait différemment. Et ça, je ne sais pas si vous le réalisez, mais à quelque part, simplement avec la croyance, la pensée, les attentes de la personne, ça a modifié la façon que son corps a réagi. Ça l'a affecté, pas seulement de façon psychologique, ça l'a affecté au niveau physiologique, biochimique, que le taux de ghrelin a augmenté ou descendu alors qu'il y avait juste une croyance qu'il n'y avait pas de calories dans le Sensi Shake et qu'il y avait beaucoup de calories dans l'autre, dans le Décadence. Donc, quand on pense à ça, on commence à dire, bon, quand je mange quelque chose, quand je mange des treats, le sens que je donne, pas seulement comment je me sens à l'intérieur de moi, mais le sens que je donne à ça, à savoir si c'est bon ou c'est haut en calories ou non, ou si c'est bon pour moi ou si c'est mauvais pour moi, va aussi affecter mon corps. Donc, c'est intéressant. Et un dernier exemple, et non le moindre, c'est une étude qui a été rapportée par Alia Crum également. Je vais mettre le lien de son TED Talk où elle parle de ça. C'est en anglais, mais c'est vraiment super intéressant. Qui a été faite avec 84 femmes de ménage aux États-Unis, divisées dans 7 États différents. Et ce qu'ils ont remarqué, c'est que les femmes de ménage, de façon générale, comme vous le savez, c'est un travail qui est très demandant et qui fait qu'on brûle beaucoup de calories. Et ils ont demandé à ces femmes de ménage-là, est-ce que vous faites du sport dans la vie? Et il y en a seulement le 1/3 qui ont répondu oui. Et c'est drôle parce que ce qu'ils font devrait brûler des calories. Et ce qu'elle a fait, ce qu'elle a tenté comme expérience, c'est qu'ils ont fait une intervention de 15 minutes. En fait, ils ont divisé en 2 groupes. Okay? Un groupe qui vont faire une intervention de 15 minutes et l'autre groupe qui ne font rien du tout. Et l'intervention de 15 minutes, ce qu'ils ont fait, littéralement, c'est de leur expliquer que ce qu'ils font est assez pour perdre du poids. Parce que le travail brûle des calories. Donc, normalement, ça atteint l'apport recommandé, le niveau d'exercice recommandé par le gouvernement pour perdre du poids. Et ils ont fait une petite présentation, montré le document qu'on a pu voir à l'écran pendant seulement 15 minutes. Elle revient avec son équipe 4 semaines plus tard et on peut voir qu'il y a vraiment des changements tant au niveau du poids de la personne, au niveau du taux de gras, la pression sanguine et même au niveau de satisfaction au travail. Donc, encore une fois, la croyance, la perception, les attentes, le sens que la personne donne à l'activité qu'elle fait a influencé le fonctionnement interne de son corps. Donc, ce sont des exemples qui commencent à nous donner des pistes vraiment importantes par rapport au lien entre le corps et l'esprit et que c'est une raison pour laquelle il y a des personnes qui peuvent manger biologique, faire très attention, mais s'ils ont beaucoup de stress, beaucoup d'émotions négatives, culpabilité, ils peuvent développer un cancer autant qu'une autre personne. Donc, la santé, ce n'est pas seulement au niveau alimentaire, c'est un morceau important, mais au niveau de notre état, au niveau du psychologique, c'est fondamental et c'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs tout ce qui est travail de visualisation, d'auto-hypnose, de méditation, qui aide à avoir un esprit centré, équilibré et que même parfois par la visualisation et l'auto-hypnose, on peut créer, à stimuler certaines émotions positives pour manifester certains objectifs qu'on veut atteindre dans notre vie. Et parce que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et imaginé, on peut créer des expériences à l'intérieur de nous qui vont nous affecter même jusqu'au niveau génétique. Et ça, je vais en parler un petit peu plus dans des vlogs subséquents, mais je veux juste commencer à semer des graines par rapport à ça. Donc, de vraiment comprendre que notre état intérieur, les attentes que l'on a, le sens que l'on donne à l'exercice que l'on fait, à la nourriture qu'on consomme, influence la façon qu'on l'ingère, qu'on métabolise cette nourriture-là. Et moi, personnellement, ça m'a fait réfléchir à savoir jusqu'où ça va. Par exemple, si on connaît les vertus de l'eau, tous les bienfaits que l'eau a pour nous, d'ailleurs, je vais aller chercher de l'eau parce que j'ai la bouche sèche en parlant, est-ce que ça n'augmenterait pas le potentiel? Est-ce qu'on ne retirerait pas davantage de bénéfices par rapport à ça si on sait l'effet que ça a sur nous? Si on consomme certains aliments, que ce soit des patates, des carottes, et on connaît les bénéfices, qu'est-ce que c'est supposé nous apporter, est-ce que ça ne nous apporterait pas davantage ces bénéfices-là que si on ne le savait pas?
ce sont des questionnements qu'on doit se poser, je pense, à ce moment-ci, parce que ces recherches-là, ils font juste montrer la pointe de l'iceberg que notre cerveau crée jusqu'à un certain point. Notre corps a une énorme influence sur notre corps, plus qu'on le réalise. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler un petit peu aujourd'hui. Ce n'est pas pour vous inviter à la tentation, vous laisser aller à manger ce que vous voulez. Ce n'est pas ça le point, bien évidemment. Le but, c'est juste de se permettre parfois quand on se donne des récompenses, parce que ces récompenses-là sont importantes, quand on se fait des petits treats, et parfois quand on est faible, on est pris d'une certaine faiblesse, puis on va manger la barre de chocolat qu'on ne voulait pas manger, ou qu'on va peut-être boire quelque chose qu'on n'aurait pas dû boire, et qu'à ce moment-là, c'est important de l'accepter, avoir de la compassion envers nous, et d'en profiter quand on les mange, de vraiment savourer, de vraiment être dans la gratitude et vraiment laisser aller toute trace de culpabilité de côté parce que ça ne nous est pas utile, ça nuit à notre corps dans son processus d'intégration de cette nourriture-là. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Si vous avez des questions, des commentaires, je vous invite à cliquer sur l'image à côté, comme ça vous allez pouvoir aller sur ma page principale qui a la vidéo. Donc, vous allez pouvoir marquer vos commentaires là. Moi, je lis tous les commentaires, je vais y répondre. Si vous avez des questions, je répondrai peut-être dans un autre vlog. Si vous désirez voir la vidéo de Ali Akram, je vais également mettre le lien là et je vais mettre également d'autres choses. Si vous voulez vous abonner à ma chaîne YouTube, vous pouvez cliquer. Si vous voulez me suivre sur Facebook et d'autres choses comme ça, je vous invite à cliquer sur le lien, vous allez arriver sur la page et toutes les informations sont là. Donc voilà pour cette petite update. Je vous souhaite une excellente journée et je vais vous recontacter probablement. Je vais refaire un autre vlog peut-être d'ici une semaine ou deux. Nos formations terminent le 21. Ce qui se passe, dès demain, on quitte Saint-Malo, on s'en va à Paris pour une couple de jeux, pour quelques jours, jusqu'au 15. Et le 16, je m'en vais à Mulhouse pour la dernière formation. Et après ça, du 21 au 26, on va avoir des vacances. On va se reposer finalement un petit peu parce que c'est quand même assez intense. Mais malgré tout, ça va bien. Je suis très heureux. La température est belle, la vie est belle. Donc, tout va bien jusqu'à présent. Donc, je vous souhaite une excellente fin de journée. Et on se redonne des nouvelles d'ici 2 semaines ou avant ça. Merci. Et non, ce n'est pas fini. Comme vous avez vu au début de la vidéo, j'ai mentionné que la première partie avait été enregistrée le 9 avril et aujourd'hui on est le 13 avril à Paris. Et la raison pour laquelle il y a ce petit ajout-là, c'est qu'en réécoutant l'enregistrement, la première partie, on s'est rendu compte que ça donnait trop un petit peu le sentiment, vous pouvez manger ce que vous voulez, ça ne fait pas de mal, c'est pas grave. Et loin de là, en fait, c'est important d'amener des nuances par rapport à ça pour vraiment comprendre qu'il y a une différence entre qu'est-ce qui est des treats, des récompenses, et qu'est-ce qui est des moments où on succombe à la tentation. Parce qu'une récompense, dans un premier temps, c'est plus... on s'est donné un objectif X et là on l'a atteint, donc on se donne une récompense. Et dans un deuxième temps, quand on succombe à la tentation, c'est comme si on n'a pas la maîtrise de soi à quelque part. C'est comme s'il y a cette impulsion-là ou ce cri du corps à l'intérieur ou des voix intérieures, des dialogues intérieurs qui nous amènent à pousser une action presque comme si on n'avait pas le choix. Et c'est important de comprendre que quand on succombe à la tentation, dans une perspective d'évolution, c'est important de se poser la question, qu'est-ce que je vais faire la prochaine fois que ça se passe? Parce que ça peut être intéressant de se poser certaines questions à ce moment-là, pour aider à comprendre davantage qu'est-ce qui fait que ça s'est passé, que je n'ai pas réussi à résister à la tentation. Et dans un deuxième temps, on peut aussi apprendre certaines stratégies que les recherches dans les sciences, en fait, dans les sciences sociales, certaines recherches qui démontrent en fait c'est quoi les meilleures stratégies pour avoir la maîtrise de soi, pour ne pas succomber à la tentation. J'ai tombé sur des super bons livres, j'ai super hâte de vous en parler parce qu'il y a des choses là-dedans qui sont très utiles et que j'ai commencé à mettre en pratique et que je vais mettre en pratique davantage et vous partager comment ça va à ce niveau-là. Donc voilà, dans la prochaine vidéo, on va parler de ça. On va parler de ces différentes stratégies-là qu'on peut utiliser pour éviter de succomber à la tentation et aussi de voir quelles sont les questions qui sont importantes à se poser parce que quand on vit une situation, une expérience et que ça ne s'est pas passé comme on voudrait que ça se passe,
c'est fondamental de se poser la question, qu'est-ce que je vais faire de différent la prochaine fois? Ou qu'est-ce que je peux faire à l'avance pour éviter que ça se passe? Donc, on va regarder ça dans la prochaine vidéo. Ceci dit, si à l'avance, vous aimeriez me partager quelles sont vos questions, c'est quoi vos stratégies quand vous succombez à la tentation ou pour vous éviter de succomber à la tentation, n'hésitez pas à m'en parler, ça va me faire plaisir de les lire et je vais peut-être prendre certains de ces éléments-là et en mentionnant votre nom, si c'est OK avec vous, de les intégrer dans mes prochaines vidéos. Donc ça, c'est important. Je veux vraiment rendre ça dynamique d'une certaine façon. Je ne fais pas juste partager des informations, mais j'aime avoir vos réactions, vos pensées, vos exemples personnels. Donc, sentez-vous à l'aise. Ça va me faire plaisir de vous lire. Donc, j'ai très hâte de vous revoir à notre prochain vlog. Bonne fin de journée.